Salut les amis, aujourd'hui mon invité c'est Hilaire Courreau. Hilaire est un ancien officier des troupes de montagne, un soldat aguerri, aux milieux les plus hostiles et ayant opéré sur différents théâtres d'opération avec ses unités. Alors j'ai souvent été étonné des difficultés que certains managers en entreprise peuvent rencontrer pour obtenir des trucs parfois basiques de leurs collaborateurs, des trucs comme changer de bureau, rester un peu plus longtemps un soir, ou simplement faire ce qu'il y a dans leur fiche de poste. Donc aujourd'hui, on va parler ensemble des secrets du leadership. Ouais, car je me suis dit qu'un gars qui est capable que ses hommes le suivent dans les régions les plus chaudes du monde a forcément 2 ou 3 trucs à nous apprendre. Dans cet épisode, vous apprendrez comment Hilaire s'y est pris pour convaincre ses adjoints de le suivre dans un des ultra-trails les plus durs au monde, comment on réussit à regonfler ses équipes quand on fait face à 3 décès successifs en quelques semaines, pourquoi on ne doit pas obéir à tous les ordres que l'on reçoit, ou quelle méthode suivre pour garder la tête froide quand ça se tend vraiment. Cet épisode est sponsorisé par Cifco. Cifco, c'est un organisme qui met à disposition des entreprises, des Saint-Cyriens, pour former, pour entraîner, pour accompagner les managers dans l'exercice du leadership. Depuis 2011, Cifco a ainsi formé pas moins de 50 000 dirigeants, managers ou étudiants de grandes écoles comme HEC. Leur pédagogie, c'est le fruit de l'expérience de dizaines d'officiers ayant été confrontés aux situations de leadership les plus complexes dans des contextes incroyablement variés. Et pour avoir observé personnellement l'une de leurs formations, je crois que leur talent, c'est d'avoir su transposer cette expérience avec efficacité pour le monde de l'entreprise. Bon, et puis je vous cache pas aussi que j'ai été très séduit par leur philosophie qu'on retrouve bien dans leur définition d'un chef. Pour Cifco, un leader, c'est celui qui permet à ses collaborateurs de donner le meilleur d'eux-mêmes. Vous pouvez les retrouver sur leur site internet cifco.fr, scyfco.fr. Et tout de suite, on écoute ma conversation avec Hilaire. Hilaire, qu'est-ce que c'est que la petite trotte à Léon et pourquoi t'as osé faire ça à tes adjoints en arrivant? T'as pas eu peur qu'on te balance des cailloux dans la figure? Alors, la petite trotte à Léon, c'est une course un peu extrême qui s'inscrit dans le cadre de l'Ultra Trail du Mont Blanc, qui est un peu la mecque des Ultra Trails. La petite trotte à Léon, c'est 300 km dans le massif du Mont Blanc, à cheval sur la France, l'Italie et la Suisse. C'est un peu extrême dans toutes les dimensions. Il y a 26 000 mètres de dénivelé. Ça se fait en équipe de 3, en autonomie ou en semi-autonomie. On peut s'appuyer un peu sur les refuges, mais et ça se fait en dehors des sentiers, à la fin août, à une période où, au plan météo, c'est souvent compliqué avec des orages, etc. Donc c'est vraiment extrême. Il y a des gens qui viennent du monde entier pour faire cette course-là. Et puis, alors pourquoi est-ce que j'ai pas imposé le fait de participer à mes adjoints. J'ai proposé à mon numéro 2 et mon numéro 3, au moment où je commandais l'école militaire de haute montagne à Chamonix, je leur ai proposé de se lancer dans ce truc qui est complètement extrême et qui fait rêver tout le monde, mais où jamais personne s'était engagé, jamais personne, en tout cas de l'EMHM, s'était engagé, ni chez les militaires, chasseurs alpins ou autres. Et pourquoi j'ai fait ça? Alors, euh, excuse-moi, mais un chef qui propose, c'est- t'as, t'as toujours le sentiment que la liberté est limitée, quoi. non, mais c'est vraiment une proposition parce que là, on peut pas se lancer dans un truc comme ça à coup de pied dans le derrière, hein. C'est comme au combat. On va pas au combat à coup de pied dans le derrière. On y va parce qu'il y a de l'adhésion, parce qu'on est convaincu qu'on sert quelque chose de plus grand que soi, etc. Et là, le truc plus grand que soi, eh ben, c'était le fait de faire rayonner l'école à la fois vers l'intérieur vis-à-vis de l'ensemble de l'encadrement qui était un peu en difficulté à ce moment-là. Et puis vers la vallée, vers la population civile. Et voilà, donc c'était une affaire de com, hein, c'était un coup de com. Parce que on se dit, tiens, le numéro 1, 2 et 3 de la boîte qui se lance dans le truc, c'est quand même quelque chose. Bon, donc on s'est lancé là-dedans, défi un peu extrême. Juste pour l'anecdote, c'est à peu près 6 heures de sommeil en 6 jours de course. Voilà, Wow. donc c'est du non-stop, c'est vraiment extrême et ça permet
enfin moi en tout cas, ça m'a permis de découvrir des choses très profondes à la fois personnellement, intimement, mais aussi dans la relation à l'autre, dans une équipe très concentrée, hein, on n'est que trois. Euh, Alors attends, tu nous as pas dit, mais ils ont tout de suite dit, ah bah ouais, génial, excellente idée, dormir 6 heures en 6 jours, j'attendais que ça, merci. alors, ils ne le savaient pas ça. En fait, je leur ai proposé ça un an avant, et non, non, ça les a tout à fait émoustillés. Et donc, on en a parlé pendant quelques semaines, et puis on s'est lancé et on s'est vraiment préparé à cette mission, exactement comme une opération militaire. Rien n'a été laissé au hasard. On s'est entraîné comme des dingues, la nuit, le week-end. Tiens, il fait super mauvais ce week-end, génial, on va y aller quoi. Et on allait se mettre la dose parce qu'il faisait très très mauvais. Donc c'était très très poussé. Ce qui a été intéressant, ça a été de distinguer trois phases dans cette course. En gros, de 0 à 100 km, c'est le moment où on était en plein dans ce qu'on appelle chez les militaires et dans d'autres métiers l'effet tunnel. C'est-à-dire une sorte d'euphorie qui fait qu'on n'est plus du tout conscient de ce qui nous entoure, ni du temps, ni de la météo, bref, c'est l'euphorie. Et puis en plus, on délivre toute l'adrénaline qu'on a accumulée pendant un an en se préparant. Donc là, on a pas mal, on a pas mal, on va trop vite, on mange plus tard, on dort jamais, enfin, on saute la première nuit complètement. Bon, après, on passe assez rapidement à la deuxième phase. Là, c'est en gros du centième au 200e kilomètre. Là, c'est le moment où le corps demande pardon. Où là, il y a les hanches, les genoux, il y a tout qui fait mal. Et puis, il y a l'autre, là, ton binôme, t'en as ras-le-bol de voir sa tronche et, et il se plaint alors que toi, tu te plains pas alors que t'as... Bon, enfin, et voilà, il y a il commence à y avoir des tensions qui se mettent en place. Et puis, il y a la dernière phase, les 100 derniers kilomètres, où là, l'esprit dompte le corps et voilà, le cerveau met tout le monde au garde à vous. Et puis maintenant, tu visses les cornes, comme on dit, et, et on va jusqu'au bout. Et c'est incroyable la puissance du cerveau sur le reste. Et même Euh, sur le relationnel, hein, avec les autres, on sait que voilà, il faut serrer les coudes pour y aller. Et voilà. Et Alors c'était c'est marrant, amusant. Ouais. ouais, ça m'intrigue quand même ta dernière phase parce que moi je m'attendais à ce que tu dises. En fait, tu mets le cerveau sur off et tu réfléchis plus. Toi, tu dis non, c'est le cerveau qui prend le relais et qui dit en fait, t'écoutes plus le corps et t'avances quoi. Bah, disons que le cerveau, je ne sais pas s'il y a besoin de le mettre sur off, parce qu'en fait, il est déjà sur off, il comprend plus grand-chose. Mais automatiquement, parce qu'on s'est beaucoup préparé, je pense que il prend le commandement sur le bonhomme, quoi. Et là, il y a plus trop disons que les douleurs disparaissent parce qu'elles ont été mises au pas par le cerveau, je pense. C'est notre analyse, en tout cas collective à la fin, c'est qu'il y a plein de bobos qui disparaissent parce que s'est super bien conditionné pour cette partie-là. Il y a probablement deux phénomènes en fait. Il y a le fait que le cerveau se mette en mode survie et donc effectivement il coupe un certain nombre de retours d'informations sur la douleur. Et puis tu sais, tu as deux modes de pensée du cerveau. Tu as, le mode, on va dire, conscient et puis le mode automatique, inconscient, implicite, etc. Et celui-là, en fait, euh, il, 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 il est par défaut sur un programme qui est le programme qui est le fruit de comment tu as mené ta vie, quelles ont été tes expériences, etc. Et donc, ce que je retiens en tout cas d'intéressant, c'est le fait que tu as bien vu que l'entraînement pendant un an a permis, dans une certaine mesure, de changer ce programme inconscient de ton cerveau. Et donc, quand la partie consciente, finalement, se met sur off, la partie inconsciente suit le programme que tu as développé pendant un an, quoi. Je pense que c'est exactement ça. C'est le drill qui nous a vraiment permis de dépasser
de dépasser les petits bobos, les petits, voilà, on n'est plus en train de se concentrer sur les trucs qui vont pas, etc. On est focalisé sur la réalisation de la mission. Et, en tout cas, c'était vraiment un moment hyper intéressant, même par rapport dans toute une carrière militaire de 30 ans. En fait, j'ai l'impression que ça a été le moment peut-être le plus intense que j'ai pu vivre en équipe, justement parce que tout était extrême et c'était quelque chose de vraiment critique, quoi. Ça m'a gonflé. Tu nous racontes une anecdote de cette expérience là, un truc un peu rigolo qui s'est passé? Bah, ouais, si tu veux. Et un truc assez rigolo, c'est donc immanquablement, tu peux pas éviter les ampoules à un moment ou à un autre. Et notre petit remède, on avait une toute petite fiole grande comme ça, parce que tout est pesé hein, au gramme près, une petite fiole avec du jus de citron, du vrai. Et le citron, ça marche hyper bien pour cautériser un bobo. Et là, je pense que les marmottes à 25 km, elles ont été réveillées par les hurlements. Mais ça fait tellement mal que t'es pas loin de tomber dans les pommes. Hein. Faut vraiment prendre un truc et le mordre. Et au moment où on met la goutte, parce que c'est vraiment violent. Voilà, non, bah, une petite anecdote. Mais plus largement, tu me demandais un peu comment est-ce qu'on peut embarquer son numéro 2 et son numéro 3 là-dedans. Je crois que ce qui leur a plu, c'est ce qu'on appelle la magnanimité, hein, c'est voir grand pour soi et pour les autres. Et là, moi, clairement, c'était au-dessus de ce que j'avais tout jamais fait. Et puis eux, ils avaient même jamais fait de trail un an avant, quoi. Donc c'était très très grand, mais c'est parce que c'est grand, et puis c'est parce qu'il y a une forme de confiance vertueuse. Moi, je leur ai dit, mais les gars, en fait, c'est à la portée de tout le monde. C'est pas une histoire. Bon, on est tous à peu près bien implantés, ça suffit. C'est juste une affaire d'entraînement et de motivation et de sentiment de servir quelque chose de grand, qui était le rayonnement de l'école, qui était la reconstruction de l'école, qui était en mauvais point, je te le disais tout à l'heure. Et donc, c'était au service de ce truc plus grand, et c'est ce qui fait qu'on s'est lancé là-dedans. Quels ont été les bénéfices au final que vous avez retirés de cette expérience? Bah, le premier des bénéfices, c'est une énorme fierté parce que parce qu'on a terminé. Déjà, on a terminé. Il y a que Ouais. 30% des équipes il y a 100 équipes hein, qui sont sélectionnées là-dessus. Et nous, on a été 12e. Waouh. Donc on était hyper fiers. Non, mais plus sérieusement, euh, en fait, c'est l'école était fière de ses chefs. Et ça, c'est un moteur très fort dans la cohésion d'une unité. On dit souvent que la cohésion, elle se fait soit contre le chef, soit derrière lui. Et là, en fait, moi, c'est de l'horlogerie fine. Hein. L'école militaire de haute montagne, c'est là où on forme tous les cadres des troupes de montagne. Et donc, l'essentiel des effectifs est constitué de Formule 1, quoi, de guides, de gens qui sont hyper pointus et qui ont besoin de personne pour bien faire leur métier. Donc, être chef de ce truc-là, c'est pas leur dire faut faire comme ci, faut faire comme ça. C'est simplement, bah voilà, le fait qu'ils soient fiers de leur commandement, bah, c'est déjà voilà, c'est déjà à moitié gagné. Alors ça, c'est probablement un premier levier utile à se remémorer quand on est chef et pour faire briller son leadership. Alors moi, dans le monde civil, j'ai vu des situations qui étaient extrêmes aussi, mais alors à l'autre bout du scope, si tu veux. Moi, j'ai vu par exemple des managers qui avaient du mal à convaincre, parce qu'ils voulaient pas l'imposer probablement aussi, mais à convaincre simplement un collaborateur de changer de bureau, de lui dire, écoute vieux, en fait, il y a une réorganisation, donc le bureau dans lequel tu es depuis 15 ans, ça va plus être le tien, et maintenant, il faut que tu fasses environ 20 mètres pour que tu ailles de l'autre côté du couloir. Donc, comment on fait quand on est officier, quand on est chef, pour convaincre ces hommes dans le milieu militaire d'aller sur des trucs aussi extrêmes que, par exemple, se faire potentiellement trouer la peau en Afghanistan? C'est quoi vos secrets? Je crois que ce que je disais tout à l'heure, c'est servir quelque chose de plus grand que soi.
Ça, c'est vraiment la première des. C'est le point le plus fondamental. C'est ce qui fait qu'il n'y a plus de notion de disponibilité, de tout ça. En fait, on est donné intégralement, on sert. Ça d'ailleurs, on dit servir dans l'armée. On n'est pas là pour préparer quelque chose de personnel donc, je pense que c'est avant tout ce sentiment de servir quelque chose de plus grand, et c'est d'ailleurs pour ça qu'aujourd'hui toutes les boîtes réfléchissent à leurs valeurs, à leur raison d'être, que tous nos jeunes qui sont un peu, tu sais, dans le quiet quitting, en fait, ils se posent la question quel est le À quoi sens je sers, de quoi. l'engagement, ouais, à quoi je sers exactement, Ouais. à quoi je sers. Ben, nous, c'est vraiment une question qu'on se pose en permanence, c'est à quoi ça sert, à quoi je sers. Et si on peut répondre à cette question-là, mais c'est gagné. Et donc, pour pouvoir répondre à cette question-là, il y a tout un mode de fonctionnement dans les armées, à la fois dans le domaine de la méthodologie, de la prise de décision, mais aussi dans l'entraînement à la force de caractère, au comportement, qui permet de pouvoir répondre à ces questions et d'être rassuré sur le sens de ce que l'on réalise. Euh, bon, après c'est toute une alchimie, embarquer les gens derrière soi, on le sait bien, c'est très complexe. Ça repose essentiellement, on le sait bien, sur des soft skills. C'est pas de la compétence technique qui va faire que les gens te suivent. C'est essentiellement des questions qui tournent autour de la sérénité, le sens des responsabilités, l'engagement, la magnanimité, on en parlait tout à l'heure, mais, mais la magnanimité compensée par l'humilité. Et l'humilité, elle vient souvent d'une garantie qu'on s'est placé soi-même en tant que chef, qui est son adjoint, son numéro 2. Là, quand on parlait tout à l'heure de la petite trotte à Léon, pourquoi j'y suis allé avec mon numéro 2 aussi, c'était pour éviter de partir en live dans l'ubris, voilà, mon numéro 2, j'avais choisi mon second, d'ailleurs plus largement dans le cadre du commandement de l'école militaire de haute montagne. Je l'avais choisi parce que c'est quelqu'un de pas complaisant du tout, et je savais qu'il me dirait mes quatre vérités si je partais dans des grands délires. Et, euh, et donc, lui, c'était le garanti de l'humilité. Voilà. Et la magnanimité, c'est magnifique, les grands chefs, Napoléon et tout, c'est super, mais ça finit quelquefois mal. Donc c'est bien de se mettre en place quelques garde-fous, et les garde-fous, ça peut être un gars expérimenté qui va te prendre par le callback en te disant là, t'es en train de déconner. Voilà, je pense que c'est les deux. C'est à la fois la magnanimité, parce que les gens n'ont pas envie d'être commandés par des gras de papier et pisse vinaigre. Ils ont envie d'être commandés par des gens qui voient loin et qui ont envie du meilleur pour les autres. D'accord. Et donc, tu dis le sens, tu dis de la magnanimité, ou en tout cas avoir de l'ambition aussi, c'est ça, si je te comprends bien. Et puis de l'humilité. Si tu as les trois, en gros, les gars te suivront au bout du monde, ou c'est quand même un peu plus compliqué que ça? Ben, je dirais, il y a peut-être un point qui est complémentaire, c'est l'alignement. L'alignement entre tes valeurs et la manière dont tu les mets en œuvre. Alors, il y a l'exemplarité, là derrière, il y a plein de choses. Mais l'alignement, moi, je peux te prendre un petit exemple. C'était en opération entre la Macédoine et le Kosovo en 1999. Moi, j'étais contrôleur air avancé, c'est une petite équipe qui doit éclairer les cibles avec un laser pour que les avions de chasse puissent taper. Et là, en l'occurrence, c'était l'OTAN qui devait taper sur des cibles serbes. Et en fait, moi, j'étais clairement en distorsion, à la fois au plan géopolitique et au plan déontologique avec la mission, comme d'ailleurs beaucoup d'officiers qui étaient autour de moi. Et d'ailleurs, j'en porte une culpabilité que j'ai pas encore réussi
dont j'ai pas réussi à me libérer pour l'instant. Et ça me pèse un peu. Et ça me pèse surtout parce que parallèlement, il y avait un jeune sergent qui était l'interprète du général. Donc lui, il était d'origine serbe. Et quand il a vu que la tension commençait à monter et qu'on commençait à frapper, et ben lui, il a dit au général, bon, mon général, je crois que là, c'est mes cousins qu'on est en train de taper, donc moi, je demande à mettre fin à ma mission. Et en fait, ce jeune sergent gringalet qui avait 2 ans de service, qui ressemblait pas à grand chose, mais je me suis dit, ce mec, il est magnifique. Il est resté parfaitement aligné. Voilà, je pense que sa conscience, elle est propre. Alors que la mienne, eh ben, tu vois, il y a toujours cette petite distorsion. Et donc, j'ai toujours essayé depuis de me poser la question, est-ce que je fais ce que je fais, la décision que je prends, et puis plus tu vieillis, plus tu montes en grade, plus les questions sont complexes. Et ben pourtant, c'est la question du discernement. Hein, est-ce que je suis bien aligné avec ce que je suis au fond de moi? Est-ce que la boîte que je rejoins, est-ce qu'on est sur les mêmes, tu vois, est-ce qu'on a Les les mêmes mêmes valeurs? valeurs, ouais. Et en fait, c'est complètement fondamental. Et si donc embarquer les gens, c'est aussi leur montrer qu'on est parfaitement aligné avec les valeurs de la boîte. Bah, là, clairement, l'école militaire de haute montagne, bah, c'est une boîte avec que des extraterrestres en termes montagnards et sportifs. Donc, je trouvais que la petite trotte à Léon, ça correspondait c'était aligné et ça l'était parce que ça a été, voilà, ça a été chouette de vivre ça avec mon équipe. Mais c'est une bonne question que tu poses, celle de l'alignement, parce qu'en fait, à mon avis, la question elle se pose à deux niveaux. Il y a un niveau qui est celui des valeurs que tu évoques, et puis il y a un niveau plus opérationnel dans le quotidien. Euh, à, à quel moment en fait le chef doit se dire non mais en fait là c'est sans moi maintenant. D'une part parce qu'il y a quand même il a ses équipes, tu vois, et c'est compliqué de dire en fait moi je suis pas aligné avec la stratégie en l'occurrence par exemple du gouvernement français et du coup je laisse mes gars tout seuls en fait. Est-ce que c'est pas une forme de démission? Et puis dans le quotidien il peut y avoir des choix qui sont plus tactiques sur lesquels t'es pas forcément d'accord et pourtant t'es le chef et tu dois montrer que bah si ça va être génial et on va le faire. Donc quels sont les conseils toi que tu donnerais à la lumière de ton expérience pour dire en fait le curseur il faut le mettre là et voilà les critères qui doivent définir si en gros vous faites semblant ou vous vous barrez quoi. C'est compliqué cette question. Ouais. C'est compliqué. Je la rattacherai peut-être à la question de la subsidiarité. Euh, C'est-à-dire que mon chef, il m'a donné un périmètre le plus nettement possible. Alors chez les militaires, c'est très net le périmètre. Quand tu travailles aux affaires étrangères, c'est beaucoup moins net, volontairement d'ailleurs. Euh, et ce périmètre, tu sais que tout ce qu'on va te demander de faire à l'intérieur de ce périmètre, a priori, c'est OK pour toi et c'est voilà. Et, et comme tu as accepté la mission, hein, enfin parce qu'il y a eu un dialogue hein, avant de partir en opération, eh ben a priori t'es dedans. C'est quand ça commence à sortir de ce périmètre que là faut qu'il y ait faut s'être mis en place bah, des petites lumières rouges pour se dire attention, là je dépasse le cadre de ma mission ou je dépasse le cadre de mes valeurs. Nos valeurs, elles sont profondes, hein, elles nous viennent de notre éducation, enfin, c'est plus vaste que le simple cadre de la mission. Et c'est très important. Et c'est pour ça qu'un officier, on lui demande d'avoir de la culture générale. On le fait bosser pas que sur la dimension opérationnelle, tactique, quand on est à Couette-Quidan, mais aussi sur la dimension académique. Et tout au long de la carrière d'un officier, et ben, il s'agit quand même de lire et d'avoir des références en termes morales bah pour aider au discernement. S'il n'y a pas de morale, il n'y a pas de discernement. Donc, quand on est dans le cynisme, dans la seule recherche de la performance, c'est hyper dangereux. Hyper dangereux. C'est pas la performance qu'on recherche. Ce qu'on recherche,
en tout cas, moi, ce que je recherche, et je crois que c'est le cas de beaucoup de, c'est ce qu'on appelle le bien commun, c'est-à-dire l'équilibre entre euh, l'assouvissement de mes besoins personnels et l'assouvissement des besoins de l'organisation à laquelle j'appartiens, qui est ma famille, mon pays, ma société, mon entreprise, enfin, voilà. Et le bien commun, il est entre les deux. C'est pas la somme des intérêts particuliers, c'est vraiment la ligne de crête très étroite entre ces deux. Et c'est ça le discernement. Hein. Alors, Sujet compliqué. ouais, sujet compliqué. On y reviendra peut-être si on a le temps, mais il y a d'autres éléments que je voulais balayer. Alors, il y en a un notamment, je pense, qui interpelle forcément les civils quand on regarde les militaires, c'est que t'as beau t'entraîner, tout le monde le sait, quand la tension monte pour de vrai et que le stress arrive, tu sais jamais à l'avance comment tu vas réagir. Enfin, en tout cas, ce que tout le monde dit, alors je sais pas si c'est la même chose dans l'armée, mais quand il y a un vrai problème, on ne sait pas comment on va réagir si on se retrouve pris dans un naufrage ou dans un grave accident de voiture, etc. Comment dans l'armée vous faites pour vous préparer à ces situations de stress? Vous savez qu'elles vont arriver, c'est sûr. Est-ce qu'il faut attendre que la merde arrive dans le ventilo pour savoir comment on va réagir et se dire ah ben en fait ce mec-là il aurait peut-être pas dû être chef finalement, dommage. Bon, c'est la question de la crise. Ouais. Euh, dans l'armée, ben, déjà on s'y prépare dans l'armée en sachant que tout ce qu'on a prévu, ça va pas se passer de cette manière-là, puisque tu sais c'est la phrase de von Moltke qui dit aucun plan ne résiste au premier coup de canon. Oui. Bon, donc on sait d'office, même si dans l'armée on passe son temps à planifier la décision. La décision, elle n'est pas prise comme ça par le chef parce que ça, c'est le fruit d'un processus itératif, collaboratif, hyper collaboratif. Tout le monde croit que dans l'armée, c'est vertical, mais en fait, c'est juste l'inverse. C'est absolument collaboratif. Et pour que, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va pas au combat à coups de pied dans le derrière. On va au combat parce que on adhère au projet du chef, parce que on l'a révisé sous toutes les coutures, on a fait des back briefs, voilà, on connaît sa mission par cœur. Donc oui, la crise, elle ne manquera pas d'arriver, et on le sait. Et c'est peut-être pour ça que un militaire ou un pompier ou un policier est peut-être plus prêt que d'autres à affronter la crise. Je pense que ça repose essentiellement sur le drill, encore une fois, sur la préparation. Plus on s'est préparé, tu sais, on dit souvent la sueur épargne le sang. Il y a plein de petites phrases comme ça. Moi, je peux te prendre un exemple. C'était, je sais pas, j'étais jeune capitaine et on était en train de faire une sortie de ski de randonnée sur une arête magnifique dans le massif du Taillefer à côté de Grenoble, avec des jeunes recrues. Et il y avait juste mon adjudant d'unité et moi qui étions experts entre guillemets en montagne, et les autres étaient un peu jeunes, mais il faisait hyper beau, c'était magnifique, il faisait 20 degrés, les gens avaient remonté les manches, pas de gants, ski de randonnée, la neige, le ciel bleu, magnifique. Et puis, comme ça arrive parfois, tu parlais de la merde dans le ventilo, ben là, c'est la merde qui nous est tombée dessus, mais avec une vitesse incroyable, comme ça peut arriver en montagne. En 5 minutes, tu perds 15 degrés, il y a un vent incroyable, c'est vraiment le grand mauvais qui arrive d'un seul coup. Et là, toute l'équipe, tout le détachement s'est retrouvé, mais complètement sidéré par le coup de froid qui arrivait, et à tel point que mon adjudant d'unité et moi, on a vraiment pris peur parce qu'on s'est dit les gens vont rester tétanisés. Le réflexe qu'il aurait fallu avoir collectivement, c'était ok, on se met en position de descente, on couvre les personnes et puis on descend dans la vallée au plus vite, quoi. Mais en fait, les gens étaient scotchés comme ça en pleine arête, donc
une arête, il y a un effet Venturi, le vent est encore plus fort que. Faut vraiment pas rester plus de 5 minutes comme ça, quoi. Hein, sinon, tu vas perdre des doigts, il va y avoir des gelures et voire il peut y avoir des morts, quoi. Et donc, avec mon adjoint IT, on s'est senti contraint, sans même se parler, hein, ça a duré quelques secondes, d'aller voir chacun de nos bonshommes, de distribuer des torgnoles à ceux qui étaient ceux qui étaient complètement sidérés, d'enlever les pots de phoque, en fait de nous impliquer complètement au-delà. On parlait tout à l'heure de subsidiarité, bah là il n'y avait plus de subsidiarité. Là on s'est occupé, mais vraiment physiquement, de chaque personne pour qu'il mette ses gants, pour qu'il se mette en position de descente, etc. Donc là, ça t'était déjà arrivé ce genre de situation? Bah, les situations extrêmes en montagne, ça arrive de temps en temps, oui, quand même. On maîtrise pas tous les éléments, tous les dangers objectifs, les chutes de pierre, une petite avalanche, oui, ça m'est déjà arrivé. Mais là, c'était clairement, en tout cas, ça m'a pas mal éclairé sur la prise de décision rapide quand il faut aller très vite, quoi. Et là, typiquement, c'était le fait de s'être entraîné, mon adjudant d'unité et moi, beaucoup en montagne, qui nous a permis de nous débarrasser de nous-mêmes. En fait, on n'avait plus à penser à tout ce qu'il fallait mettre en œuvre, et il fallait absolument rentrer dans le périmètre de subsidiarité de chacun de nos équipiers et puis s'occuper d'eux physiquement pour les. Et là, c'est la question de la place du chef. Hein. Dans l'armée, on s'intéresse toujours à ce sujet-là, et en entreprise, on s'aperçoit que les gens réfléchissent assez rarement à ce sujet qui est pourtant fondamental, la place du chef. Si on ne s'est pas posé la question en amont où est-ce que je serai, et puis si on ne l'a pas communiqué à ses équipes, le chef, il est devant ou il est derrière, ou il est en tout cas là où il doit identifier sa position comme là où on aura le plus besoin de lui. Bref, là, la place des deux, là, c'était vraiment d'aller s'occuper directement de chaque personne. Et voilà, ça avait été dit au départ, et je pense que c'est hyper important que chacun le sache. Et le chef, au lieu d'être un peu à distance, comme on le recommande, pour être tourné vers le coup d'après, pour préparer l'avenir, pour être tourné, là je prends en entreprise où on est souvent happé, le chef en crise, happé par les médias, par le niveau politique, voilà, mais par l'extérieur. Mais là, en l'occurrence, là, la place du chef, c'était d'aller s'occuper individuellement de chacune de ces personnes. Voilà, donc décider dans l'incertitude. Pour décider dans l'incertitude, il faut s'être débarrassé grâce à l'entraînement intensif, grâce au drill, en fait, des années et des années de préparation à ces sujets-là. Ça nous permet d'intervenir plus rapidement. Entraînement ouais, c'est ça. Ouais. Ce que je comprends aussi, c'est que en fait, il n'y a pas un style de leadership, d'une part, et d'autre part, pour un leader donné avec son propre style, selon les moments, selon les cas de figure, en fait, le style du leader va devoir s'adapter à la situation. C'est-à-dire que tu peux être en l'occurrence, un capitaine, je sais pas si ça se dit, mais un capitaine plutôt cool, tu vois, qui laisse plutôt la bride sur le coup de ses troupes. Là, d'un seul coup, t'es devenu le leader ultra directif dans le micromanagement ou le caporalisme. Voilà. Donc, il y a une nécessité à adapter son style selon le cas de figure. Quoi. Oui, c'est exactement ça, mais de toute façon, ça se fait sans réfléchir, c'est une nécessité. Quoi. Ben, alors, pour le coup, oui, sans doute dans l'armée. En tout cas, je suis pas en mesure de le juger, mais il y a dans le monde civil, c'est vrai qu'il y a un peu un modèle unique. Parfois, on peut avoir le sentiment qui se dégage, qui est le manager bienveillant, tu vois, qui est plus proche du coach probablement que du manager. Et tu parlais de l'importance de la préparation, ce que moi j'appelais tout à l'heure la programmation du cerveau. Moi, j'ai le sentiment que à partir du moment où tu es tout le temps
dans ce mode-là et avec cet objectif en tête du manager bienveillant, quand il y a besoin d'être directif, en fait, il n'y a plus personne parce que le programme être directif n'existe pas dans le cerveau du manager. Bah, alors, le chef, il est payé mieux que les autres parce que justement, c'est lui qui doit prendre les décisions à fort enjeu. Donc, le management bienveillant, oui, c'est génial. Moi, j'ai toujours pratiqué un commandement relativement bienveillant au sens propre, c'est-à-dire que j'ai toujours voulu le bien de mes équipes et c'est ça qui guide mon action. Et enfin, heureusement. Mais c'est sûr que s'il n'y a pas d'enjeu, on peut rester bienveillant tout le temps. Mais s'il y a des décisions à fort enjeu, ben, il va y avoir des volontés qui vont s'opposer. Il y a des gens qui seront tenants de telle option et puis d'autres telle option. Mais en entreprise, c'est la même chose. Hein, quand il y a des volumes financiers importants ou et là, il va y avoir des volontés qui s'opposent. Et là, il faut quelqu'un pour trancher. On peut pas. Le management bienveillant, ça s'arrête. Enfin, ça fonctionne quand tout est smooth, quoi. Mais oui, le management bienveillant. Bien sûr que le management doit être bienveillant. C'est quoi l'autre? C'est le management malveillant? Non, bien sûr que le management doit être bienveillant et bien sûr que une confiance, ce que j'appelle la confiance vertueuse, hein, c'est-à-dire donner un périmètre plus large à tes équipes que celui pour lequel ils sont a priori faits. Et ben c'est hyper positif parce que le mec va être tellement heureux, tellement ouais c'est ça heureux qu'on lui fasse une confiance plus importante que ceux pour laquelle il est normalement taillé, et ben qu'il va devenir meilleur. Et c'est ça la magnanimité aussi. C'est faire grandir les autres. C'est notre définition du leadership chez Sifco, hein, dans ma société. Hein. C'est donner le meilleur de soi et permettre aux autres d'en faire autant. Donc ça suppose de bien connaître quelles sont les qualités que l'on peut mettre au service des autres. Donc c'est déjà un premier travail. Et puis permettre aux autres d'en faire autant, ça veut dire identifier le périmètre de travail de tes équipes et puis l'élargir pour qu'ils puissent grandir. Sinon, ça va pas sinon c'est désespérant, quoi. Mais c'est vrai qu'on l'oppose pas mal au management directif. En l'occurrence, quand tu es sur la crête de ta montagne et que tu joues le rôle quasiment de la maman de chacun de tes soldats, en fait, tu veux quand même leur bien, quoi. C'est plus le management. Là, c'est la crise. Là, si j'agis pas, ils vont mourir, les mecs. Donc, c'est plus le management. Là, c'est le chef qui entre en action et qui coupe, qui tranche et qui agit parce que c'est la crise. C'est totalement intuitif. Mais chez Sifco, donc vous encadrez, vous formez beaucoup d'équipes d'entreprises classiques, enfin d'entreprises civiles, j'allais dire, mais d'entreprises. Tu observes justement cette capacité à prendre des décisions et à être directif quand il le faut, ou tu as le sentiment que en fait mon hypothèse qui est qu'à force de parler de management bienveillant, en fait on est un peu trop parfois dans le royaume des bisounours. Et du coup, le chef ne sait plus chefer, quoi. Disons qu'on se pose plein de questions. De toute façon, c'est le sens du vent, ça évolue souvent. Mais il y a quand même des fondamentaux. Il y a des fondamentaux. Dès qu'il y a un fort enjeu, s'il y a personne pour trancher, ça peut pas marcher. Donc, bien sûr, tout le monde aimerait qu'on s'aime tous et que les décisions soient collectives. Mais il y a un moment, ça fonctionne plus. Donc en fait, il n'y a pas 36 solutions. Les organigrammes complètement horizontaux, ça marche pas. On sait très bien dans l'armée, depuis des siècles et des siècles, que un chef, il doit avoir 4 ou 5 subordonnés, et pas 10. S'il en a 10, ça marche plus. Donc en entreprise, c'est exactement la même chose. Une personne, elle doit avoir 4 à 5, mais que ce soit dans la conduite d'un projet ou dans l'organigramme on doit avoir 4 ou 5 interlocuteurs. Et c'est comme ça. Et si possible, une ligne claire vers le haut.
Alors je sais qu'il faut pas dire vers le haut ni vers le bas. Ben, bon, alors on va dire de gauche vers la droite. Je préfère, mais c'est toujours pareil. C'est toujours la même chose. Donc management bienveillant, mais comment est-ce qu'on... Moi, j'ai jamais compris comment on peut parler de management directif. Ben, management directif, c'est un échec. Dans l'armée, ça s'appelle l'autoritarisme. C'est échec total. Ça veut dire on n'embarque pas nos gens. Ça veut dire qu'ils adhèrent pas, en fait. Ça veut dire qu'ils viennent là juste par discipline bête. Mais en fait, c'est l'inverse. Ce qu'on recherche, c'est justement, c'est le obéir d'amitié. Et ça, c'est vraiment le style de commandement ou de management à la française dont on est très fier. C'est Alors, un style un peu souple, un peu bienveillant, mais moi je connais pas d'autres styles. Je vois pas comment il peut en être autrement. ouais, c'est compliqué d'être quand tu dis obéir d'amitié. Derrière, on se dit mais on est obligé d'être pote avec tous ces collaborateurs, tu vois. Mais non, 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 on n'est pas potes. On n'est pas potes, on est responsable et on est reconnu comme responsable. Et ça, c'est très important. Euh, L'autorité, on est légitime dans notre autorité, et donc on est reconnu comme tel par nos équipes. Et c'est pas le xème collaborateur qui est celui qui va être que tout le monde va reconnaître au moment où il va falloir trancher, quoi. Ouais. Alors, autre sujet que je voulais avoir avec toi, c'est justement la situation post-crise finalement, quand le chaos risque de s'installer, parce que parfois il y a des coups durs, parfois la boîte voilà, est dans un contexte où ça a été très compliqué, il y a beaucoup de choses à reconstruire derrière. On voit que après des chocs ou après des crises, il y a pas mal d'entreprises ou d'équipes qui explosent un petit peu en plein vol. Souvent d'ailleurs parce que des salariés ont été un peu les victimes collatérales de ces coups durs, et du coup la cohésion d'équipe disparaît. Comment on fait justement pour traiter ces situations où il y a eu ce coup dur et il s'agit de panser ses plaies et de se reconstruire? C'est le cas, on le voit à travers la presse dans beaucoup de régiments qui perdent tel ou tel homme dans une embuscade ou autre. C'est un copain pour beaucoup qu'on perd, et pour autant on demande un maintien en condition opérationnelle des unités en permanence. Donc on peut pas se regarder le nombril pendant 3 ans, et voilà. Donc comment on fait pour maintenir cette condition opérationnelle, y compris quand on arrive dans des situations où le régiment ou l'unité a connu un coup particulièrement dur? C'est exactement la situation dans laquelle je me suis retrouvé quand on m'a désigné pour commander l'école militaire de haute montagne. Il se trouve que l'école avait vécu deux accidents majeurs dans les 6 mois avant qu'il y ait le changement de chef de corps. 2 accidents, non, il y en a eu un où il y a eu deux guides qui se sont tués, et un guide dans le deuxième accident. Et sans rentrer dans les détails, la gestion de ces accidents après la mort des gars a été catastrophique pour plein de raisons. Ça s'est très mal passé, et l'école socialement entre guillemets était détruite, en très très mauvais état. C'est comme dans une usine qu'on va fermer et qu'il faut virer tout le monde. Il y avait une situation sociale complètement explosive. Il s'était passé des choses graves qui sont inimaginables dans l'armée en général. Bon, ça tient aussi à la personnalité et à la mission de cette unité qui est un peu particulière, où il y a que de l'horlogerie fine, hein, et des gens qui engagent la viande tous les jours en montagne. Donc, pour pouvoir aller grimper, il faut emmener nos stagiaires, et ben, il faut être vraiment serein, à la fois physiquement, mais aussi mentalement. Et là, c'était plus du tout le cas. Les gens voulaient plus sortir. Enfin, c'était une catastrophe. Donc moi, merci du cadeau.
Donc, non, mais j'étais heureux de commander cette école et c'était mon rêve. Euh, mais je me suis dit, bon, comment on peut rattraper un coup pareil, quoi. Et bon, alors c'est simple. Moi, j'ai misé tout sur l'humain. Bon, enfin, d'une platitude dramatique ce que je viens de te dire, mais en fait, euh, techniquement, j'avais rien à leur apprendre, tous ces gars-là. Mais par contre, humainement, je pouvais, allez, on va dire un drôle de mot, mais tout ce que je pouvais faire, c'était apporter de l'amour. C'est tout. Et donc, comment j'ai fait ça? Eh ben, j'ai organisé un tour. J'ai reçu chacun des 150 ou 180 collaborateurs 2 fois dans les 6 premiers mois de mon commandement. Donc tout le monde est passé à confesse dans mon bureau ou chez le psy qui était le chef de corps. Bon, j'avais mis en place aussi des spécialistes, hein, une psychologue, etc. Mais voilà, j'ai passé des heures et des heures à écouter les gens, à mettre de l'empathie tout simplement, en fait à les rassurer parce que les gens avaient simplement. Alors déjà, les gens avaient besoin de changer de chef. Point, c'est tout. Quel que soit le chef, d'ailleurs avant ou après, c'était le simple fait de matérialiser le changement de commandement. Ben, c'était déjà la moitié du chemin était faite. Donc moi, j'ai mis en place cette espèce de style hyper souple, hyper doux, hyper bienveillant que me permettait le style, enfin la nature de la mission de l'école. Hein. Ça aurait pas été la même chose si c'était au deuxième rep, hein, sans doute pas. Donc Voilà, dans la Légion étrangère. voilà, dans la Légion étrangère. Merci de faire les sous-titres. Euh, voilà, moi j'ai mis de l'authenticité, de l'amour, hein, c'est le mot. Hein, oui, c'est le mot. Euh, un positionnement hyper humble et hyper empathique et énormément. Donc l'humilité, c'est juste, donc j'ai désigné, enfin j'ai choisi mon commandant en seconde parce que c'était un sale connard. J'espère qu'il m'entend. Je l'adore, c'est un de mes meilleurs copains. Mais c'est quelqu'un qui était tout sauf complaisant et je savais d'abord que c'était un excellent thermomètre parce que lui-même est guide et ça serait un super thermomètre de la population de l'école, mais aussi parce que je savais qu'il me ramènerait à la réalité si ça allait pas bien, quoi. Voilà, donc j'ai mis en place ce truc-là. J'ai vu très rapidement, et puis on a des relais hein, dans l'armée. On n'a pas de syndicat, mais on a des représentants, des sous-officiers, des représentants des militaires du rang, et les gens viennent te parler, et très vite tu sens que les choses s'arrangent. Et, euh, et d'ailleurs, j'ai eu, alors moi, mon objectif, c'était, il faut plus qu'il y ait d'accident, surtout pas d'accident mortel là dans les années qui viennent, parce que voilà, tout va s'écrouler. Et là, patatras, Noël 2015, le 24 décembre, un de mes sous-officiers se tue en wingsuit, donc c'est une sorte de base jump, enfin avec une espèce d'aile de chauve-souris que le groupe militaire de haute montagne, qui fait partie de l'UNHM, avait reçu pour mission d'expérimenter pour voir si on pouvait trouver des finalités opérationnelles à ce sport. Et donc ce sous-officier, il se crache 100 mètres de dénivelé au-dessus de l'école. L'horreur. L'horreur la veille de Noël. Euh, et là, je me suis dit, bon, bah, c'est mort, l'école va plonger. Et ben en fait, pas du tout. Donc l'école était atterrée, mais ça a été géré. En fait, là, on peut vraiment parler de résilience, hein, c'est-à-dire un choc, et l'école a repris sa place. Euh, et je pense qu'en plus du style hyper humain qui était en place dans l'école, hein, pas que moi, pas du tout, hein, tout le monde, en fait, à l'imitation du chef, ben, ce style se met en place. Hein. Il n'y a pas eu que ça, il y a eu notamment un truc qu'on aime beaucoup dans les armées, c'est les prises d'armes. Et la prise d'armes qu'on a organisée entre Noël et le jour de l'an pour
En fait, c'était Honoré. faire le deuil. Oui, bien sûr, c'était pour honorer le départ de Philippe Jean, paix à son âme. Euh, et cette prise d'armes, en fait, c'est les gestes les mots que l'on va dire sont hyper importants et permettent de passer un cap. Et c'est un moment qui est très très dense, très très riche, presque spirituellement. Moi, je parle souvent de liturgie d'une prise d'armes. Et il y a presque une communion qui se met en place. On le sent bien hein, quand t'es, toi, chef, seul face au cercueil et que tu remets la médaille, etc. C'est un moment qui est très très intense, mais il y a une communion qui se met en place avec toute l'équipe et c'est le moyen de franchir le cap. Et c'est la même chose quand on rentre d'opération, on fait une prise d'armes pour dire bon ben ce qui s'est passé en opération, c'est terminé. Maintenant, on rentre en France, on retrouve nos familles. Hop, la prise d'armes, ça permet de. Et de la même manière, lorsque j'avais pris le commandement de l'école militaire de haute montagne, eh ben il y a un investissement. Enfin, le chef est investi de l'autorité devant le front des troupes, ce qui lui donne toute sa légitimité, parce que c'est donné par le niveau supérieur, et c'est des choses qui sont intéressantes à. Alors, dans l'entreprise, on ne va pas organiser des prises d'armes, mais il faut dire les choses, il faut verbaliser, il faut que les choses soient dites droit dans les yeux, pas on envoie un mail en disant ah bah la pauvre Madame Machin qui était bah, vient de mourir des suites de sa longue maladie et tu reçois un mail et puis non c'est pas possible ça, c'est pas possible. On a travaillé avec chez Sifco avec une entreprise qui avait eu une explosion dans ses locaux il y a quelques années et il y avait eu des collaborateurs qui étaient morts. Chaque année, l'épouse du gars qui était mort venait déposer des fleurs devant la grille. L'épouse, elle n'a jamais été reçue par le DRH ou le DG de la boîte, mais rien. Et en fait, nous, on s'est aperçu au cours d'une formation CIFCO que l'ensemble des collaborateurs du comité de direction, en fait, ils étaient tous en choc. Tous les gars qui étaient là au moment de l'explosion, de l'accident, en fait, ils étaient en choc post-traumatique et ils le savaient pas. Et donc il y avait plein de dysfonctionnements, il y avait plein de lumières rouges qui se sont allumées dès la première heure de formation. En fait, on a identifié que ce truc-là n'avait jamais été traité. Donc, d'où la nécessité de vraiment faire des passages, mais c'est un processus bien connu, hein, le deuil, voilà, il faut que ce soit. Le deuil, mais je dirais aussi, voilà, être investi d'une un changement de poste, des choses comme ça, il faut les formaliser. Il faut mettre en place on va pas parler de caractère transcendantal le DRH est devenu directeur des opérations, ça c'est pas ça. Mais dans l'armée, alors parce que on touche à des choses fondamentales qui peuvent aller jusqu'à la mort eh ben, il est nécessaire de mettre cette dimension sacrée, cette dimension verticale, qui n'est pas religieuse, mais qui est quand même transcendantale. C'est compliqué à trouver voilà. Au final, si on devait se résumer, Hilaire, c'est quoi les trois conseils allez, que tu donnes à tes stagiaires pour être un bon leader? Il y en a beaucoup, hein, il y en a beaucoup plus que trois, et c'est une question compliquée, j'entends bien, mais au vu de ce que tu vois, des manques que tu constates, voilà, si on avait trois trucs à garder de cette émission pour essayer d'améliorer son leadership, pour toi, ce serait quoi? Alors le premier, le plus important, il aurait été meilleur de finir par le plus important, mais bah, c'est aimer. Voilà, ça c'est clair. Si on n'aime pas nos collaborateurs, ça peut pas marcher, quoi. C'est parce que si on les aime, si on se positionne comme ça vis-à-vis d'eux, ben on voudra le meilleur pour eux et donc on va les faire grandir et donc ils vont être heureux et donc voilà, ça permettra de dépasser la question de la pure performance qui est finalement un peu courte
et vaine. En fait, ce qui est important, c'est d'aller voir plus loin. Et voilà, je pense, aimer, c'est un mot un peu trop fort. Galvaudé, mais Ouais. ouais. Mais moi, c'est le mot qui me vient à l'esprit. Après, je pense que, alors là, c'est plus opérationnel. Euh, donc, le cerveau d'un militaire, tous les militaires, du général au caporal, ils sont structurés de la même manière. Ça a été fait pour ça. Hein. Depuis tout petit, on nous élève avec des cadres d'ordre, avec une structure qui permet d'aligner tout le monde. Et ça paraît très militaire, mais en fait, c'est hyper puissant. Et là, je voudrais parler des principes de la guerre. Donc, c'est le maréchal Foch. Je ne vais pas faire tout un topo sur les principes de la guerre, mais bon, les principes de la guerre, c'est la liberté d'action, la concentration des efforts et l'économie des moyens. Mais en fait, c'est très simple, c'est le savoir, le vouloir et le pouvoir. Et en fait, chez Sifco, on le décline vers nos clients de la manière suivante. Toute action, tout projet, il doit s'inscrire dans ces 3 phases. Discerner, le savoir, c'est discerner dans la complexité, comprendre une situation qui est toujours complexe. Ensuite, c'est décider dans l'incertitude. Donc là, c'est le vouloir. Décider, donc c'est un processus de décision qui mène à une communication de la décision pour que chacun sache ce qui a été décidé. Ça a l'air de rien, mais c'est très important. Et enfin, c'est agir, et agir éventuellement dans l'adversité. Et ça, c'est l'économie des moyens, c'est l'efficience en fait. C'est utiliser les moyens qui sont toujours comptés le mieux possible. Et donc cette structuration dans n'importe quel projet, c'est commencer par comprendre, faire l'état des lieux, mettre en place un processus de décision, décider, le communiquer et puis passer à l'action. Et puis faire du rétex après aussi, c'est pas mal. Ça, on en parlera une autre fois. Et ben ce processus-là, en fait, il est simple. Il est pas si raide que ça. En fait, ça doit passer par là. Et Ouais, je pense qu'il faut y réfléchir quand on est leader. ouais, j'adhère totalement. Le fait d'avoir un cadre d'ordre, là aussi, dans les situations en plus où ça se tend, c'est le truc auquel on va revenir sans réfléchir et Ben qui va voilà. permettre de pas faire trop de bêtises. Et de manière générale, en fait, le fait de pas suffisamment intellectualiser entre guillemets son action comme chef, eh bien, on aboutit quand même assez régulièrement. Moi, le premier, hein, bon, ben, on commence par agir. Ensuite, Ensuite, on réfléchit. ensuite, on communique et puis à la fin, tu réfléchis, quoi. Tu vois, voilà, tu te dis, voilà. Ben, Et tu fais pas communiquer. de rétex. Ouais, tu fais pas de rétex. Et tu m'en as demandé 3. Donc il y a 3. Je te citerai peut-être les valeurs de Sifco. On en a un peu parlé tout à l'heure, mais c'est confiance, bienveillance, exigence. La confiance vertueuse, hein, la confiance au-delà du raisonnable, peut-être. Ça veut dire qu'on va peut-être perdre des plumes dans l'immédiat, mais que à moyen terme ou à long terme, ben, les gens vont s'envoler de leurs propres ailes et ça, c'est merveilleux. La bienveillance, c'est vraiment vouloir le bien de l'autre. Donc pour ça, il faut être capable de lui mettre des petites calbottes quand même pour que donc pour ça, il faut avoir un fond en termes de valeur. Il faut distinguer le bien du mal. Ouais. Ça, c'est le produit de pas mal de travail, de culture générale, d'éducation. Et puis l'exigence. Donc là, c'est la magnanimité, le fait de voir grand pour soi, pour nos collaborateurs, pour notre organisation, notre société. Et voilà. Écoute, c'est top. Je te remercie beaucoup pour ce témoignage, pour tes conseils, à la fois tirés de ton expérience et puis enfin ouais, de la réflexion également pour essayer de théoriser tout ça. J'ai bien conscience que c'est pas forcément évident. Merci également d'avoir pris soin d'essayer de transposer dans le monde civil ces valeurs ou ces méthodes militaires.
Merci infiniment, Hilaire. Si tu as un dernier mot, je te le laisse. Non, bah c'est la transposition, oui, c'est exactement ça. C'est le métier de notre société, la Cifco. C'est vraiment de proposer des trucs qui marchent en termes de comportement, de méthodologie, de force de caractère, des trucs qui marchent dans l'armée et de le proposer aux entreprises. Après, ils prennent ce qu'ils veulent. Mais en général, il y a des trucs qu'ils gardent. Oui, visiblement, globalement, le taux de satisfaction est élevé. Ah, le taux de satisfaction, je crois. Ouais, le taux de satisfaction. Ouais. Non. Aussi. Non, le taux de satisfaction est élevé. Ouais. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Hilaire. Ouais. À bientôt. À bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de mon podcast Sabre Clair. N'oubliez pas de me laisser une note ou un commentaire sur votre plateforme d'écoute. Déjà, ça me rendrait super heureux. Mais en plus, vous contribuerez ainsi à rendre ce podcast plus visible, ce qui serait vraiment super cool. Je vous dis à très vite et en attendant, n'oubliez pas de mener votre vie sabre clair.